Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 28 réuploadé de l'Exode-Call. Et aujourd'hui nous allons revoir la résolution de l'exercice qui est de démontrer que tout quasi-corps fini est commutatif. Alors cette réupload est due à un commentaire qui m'a été envoyé il y a à peu près une semaine à partir du dépôt de cette vidéo. Qui m'a dit que, en effet, la fin de la résolution de cet exercice n'était pas correcte. Et par conséquent, je me suis senti obligé de refaire cette vidéo afin de corriger l'erreur, de vous expliquer pourquoi c'était une erreur et de donner une résolution tout à fait convenable et qui marche vraiment dans tous les cas. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de refaire le tour de la résolution étant donné qu'il y a eu quelques conflits de notation dans la résolution que je propose dans la vidéo d'origine. Donc voilà. D'ailleurs, la vidéo d'origine risque d'être supprimée d'ici peu à la suite de la publication de la vidéo que vous voyez actuellement. Ok, alors nous allons démontrer que tout quasi-corps, ou redémontrer que tout quasi-corps fini est commutatif. Alors, déjà, je vais vous rappeler ce que ça veut dire un quasi-corps. Donc un quasi-corps, c'est la même chose qu'un corps, sauf que vous n'avez pas la commutativité pour la loi Fois. Ok. Et le but du jeu, c'est en fait de montrer que tout quasi-corps est un corps. En fait, vraiment le but de l'exercice, c'est ça. Tout quasi-corps fini est un corps. Donc, eh bien, ce résultat, c'est un résultat important, disons, en tout cas d'une certaine pertinence en tout cas, qui s'appelle le théorème de Wedderburn. Ok. Et voilà, ça permet de démontrer que voilà, l'idée que alors attention à un tout quasi-corps non fini pourrait ne pas être un corps. Et on en parlera à la fin de la vidéo avec un petit exemple. Okay. Donc quand même, c'est un résultat assez fort de pouvoir démontrer que certains quasi-corps sont des corps. Donc voilà, c'est en cela que ce théorème est vraiment d'une certaine importance en algèbre. Ok. Et cet exercice est loin d'être facile. Ok, c'est pas un exercice qu'on poserait en Exode-Call comme ça de but en blanc. C'est plutôt un exercice qu'on pourrait poser en devoir maison ou en devoir surveillé, voire même en examen, voire même en concours. Okay, c'est plutôt un truc de ce goût-là où on poserait pas mal de sous-questions et vous résolverez l'exercice à l'aide de ces sous-questions. Okay, donc là, cet exercice, la résolution que je vais vous proposer, c'est avec également des sous-questions. Okay, et il ne faudra pas hésiter à faire une pause et à essayer de résoudre les sous-questions que je propose. Il y en a certains que je vais faire directement dans la vidéo, d'autres que je ne vais pas les faire, mais que je vais vous laisser, sur lesquels je vais vous laisser réfléchir. À noter également que la résolution que je vais vous proposer va tenter de se maintenir à un niveau prépa, sauf pour un résultat que je vais énoncer mais pas démontrer, qui n'est pas un résultat de prépa, donc on est vraiment sur la borderline, là, à la limite du niveau de prépa. Mais ça n'empêche que cette formule, avec des sous-questions, etc., pourra se démontrer avec des outils de prépa. D'accord ? Donc bon, c'est juste qu'on n'en parle jamais, ou très peu, si c'est pas jamais, très peu en classe préparatoire, donc voilà. Mais moi je vais en parler et je vais me lancer à admettre le résultat afin de ne pas me retrouver avec une vidéo, de ne pas vous retrouver avec une vidéo trop longue pour la résolution de cet exercice. Ok, alors avant de me lancer dans la résolution, il me faut faire juste mention de deux références, références aux anciens épisodes d'Exode-Call, qui aident à la résolution de cet Exode-Call. Donc les deux Exode-Call auxquels je vais faire référence sont le petit Exode-Call numéro 3, et l'Exode-Call numéro 27. Ok, donc s'il y a un moment où je dis ça c'est lié à quelque chose de l'Exode-Call ou du petit Exode-Call que je viens de mentionner ici, ok,
je vous conseille d'aller jeter un œil à la résolution de ces exos si à la suite de ce que j'explique, ça n'est pas clair. Puisque dans ces petits exos et exos, il y a la précision de ce que je suis en train de ce que je te serais en train de dire au moment où je ferai référence à ces exos. Donc à noter que celui-ci permet de montrer que n'importe quel corps fini a une cardinalité qui peut s'écrire comme une puissance d'un nombre premier, et que l'exotocole 27, donc le précédent à celui-ci, permet une étude des polynômes cyclotomiques, de montrer notamment que les coefficients du polynôme cyclotomique, de n'importe quel polynôme cyclotomique, est entier. Donc tous les coefficients sont entiers. Ok, alors c'est parti pour la résolution. Donc je vais avoir besoin des polynômes cyclotomiques. A priori, on ne voit pas du tout en quoi les polynômes cyclotomiques vont avoir un intérêt ici. Mais là, je vous assure, vraiment, ça va avoir un gros intérêt. Bon, alors résolution. Donc évidemment, pour lancer la résolution, il me faut prendre un quasi-corps. Donc soit K, un quasi-corps fini. Et ce que je vais faire avec ce quasi-corps, c'est que je vais le comparer avec un objet qui lui sera contenu dans le corps, dans le quasi-corps K, et qui sera un corps. Ok ? Et en fait, pour qu'on ait un corps, il faut qu'il y ait la commutativité pour la loi fois. Donc l'objet que je vais regarder, c'est pas n'importe lequel, je vais regarder ce qu'on appelle le centre pour la loi fois du corps, donc je l'appelle Z, et donc c'est l'ensemble des X dans K, tel que pour tout Y dans le corps, eh bien, XY égale YX. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le centre. Évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder le centre pour la loi plus, puisque évidemment, comme on a affaire à un quasi-corps c'est un anneau en particulier, et un anneau, la loi plus, ça doit être commutatif. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder un centre en termes de loi plus. On va regarder le centre en termes de loi fois, puisque de toute façon, c'est ce qui nous intéresse. Et le but du jeu, c'est un peu de comparer, de jouer avec la comparaison qu'on a entre le centre et le corps. Ok, donc on a ce centre, et on peut déjà démontrer que ce centre est un corps. D'accord ? Donc Z est un corps. Et pourquoi c'est un corps ? C'est pas très difficile de vérifier qu'en fait c'est un sous-quasi-corps de K. Alors, c'est pas très difficile puisqu'il s'agit d'utiliser les caractérisations que vous connaissez bien pour démontrer que des choses sont des sous-groupes, sous-anneaux, et puis ensuite sous-corps, sauf que vous n'avez pas la commutativité pour la loi fois. Okay ? Donc ça signifie que le jeu avec l'inverse, il faut le vérifier à gauche et à droite, la multiplication avec l'inverse. Donc x moins 1 fois y et y fois x moins 1, il faudra vérifier que ces deux-là appartiennent encore au sous-quasi-corps. Donc c'est la seule subtilité qu'il y a pour montrer qu'on a affaire à un sous-quasi-corps. Mais sinon, c'est vraiment le même genre de caractérisation que vous utilisez pour vérifier que quelque chose est un sous-groupe ou un sous-anneau. Voilà, donc c'est ça qu'il faut appliquer ici. Et pourquoi c'est un corps ? Parce que vous avez en particulier que tous les éléments entre eux commutent. Donc voilà, automatiquement on a affaire à un corps. Bon, et donc un truc assez intéressant qui est assez lié à ce que j'ai pu raconter dans le petit exo de Col 3, c'est qu'en fait on peut montrer que K est un Z espace vectoriel. Ok ? Alors, dans le petit exo de Col 3, j'explique que si on prend un corps et qu'on regarde un sous-corps de ce grand corps, eh bien ce grand corps devient un espace vectoriel pour le petit sous-corps. Pour vous donner un exemple, exactement comme les complexes par rapport au réel. Les complexes, c'est un R espace vectoriel de dimension 2. On peut aussi dire que R est un Q espace vectoriel, et cette fois-ci par contre de dimension infinie. C'est pas dimension finie. C'est un petit exercice que je vous laisse faire si vous voulez. Essayez de démontrer que R est un Q espace vectoriel en dimension infinie. Voilà, ça demande un peu de réflexion parce que c'est pas quelque chose de facile, mais c'est aussi intéressant. Bref, et donc
là, je vous parle de corps, et j'avais parlé de corps lors du petit exode de colle, mais en fait, on peut parler de la même chose quand on travaille avec des sous-quasi-corps. Sauf que quand on a affaire à des sous-quasi-corps, normalement, je devrais plutôt parler de modules à cause de la commutativité qui n'est pas forcément respectée. Bon, a priori, quand on parle d'espace vectoriel, etc., on pourrait se dire oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la commutativité, etc. A priori, oui, puisqu'on a besoin d'un corps. Voilà. Mais bon, je devrais parler de modules. Sauf que ici, le sous-quasi-corps que je suis en train de mentionner, qui est Z, ce sous-quasi-corps, c'est un corps. Donc là j'ai Z qui est un corps, et donc j'ai une structure d'espace vectoriel que je peux démontrer assez facilement. Je vous laisse le soin, c'est un petit exercice que je vous laisse faire, afin de vous-même vérifier que vous avez bien en tête la définition d'espace vectoriel, etc. Essayez de démontrer, dans ce cas de figure, que K est bien un Z espace vectoriel. Ok, alors je ne vais pas oublier que K et Z sont des ensembles finis. D'accord? Donc, or, K et Z sont finis. Et donc cela implique que on va avoir une relation de cardinalité entre le cardinal de K et le cardinal de Z. Donc si je note le cardinal de Z comme étant égal à Q, un entier, a priori plus grand que 1, puisque de toute façon il doit y avoir 0, il doit y avoir 1 aussi même, quand on a affaire à un sous-quasi-corps, je pense qu'il va falloir que 0 et 1 soient distingués. Donc c'est-à-dire que l'anneau en question est unitaire, etc. Eh bien, on a la relation suivante. Donc si j'ai un cardinal Z, le cardinal de Z qui vaut Q, alors le cardinal de K, ça va être Q puissance N. Avec N qui va correspondre à la dimension de K en tant que Z espace vectoriel. Ok, et donc, là le but du jeu, si je veux essayer de montrer que c'est un corps, que K est un corps, il faudrait réussir à démontrer en fait que le centre correspond exactement au corps. Autrement dit que N égale 1. Donc je vais supposer par l'absurde. Donc supposons par l'absurde que N est différent de 1. Ok? Donc voilà, alors si N égale 1, c'est terminé, mais si N est différent de 1, c'est là où les choses vont devenir de plus en plus intéressantes et de plus en plus difficiles. Ok, alors pour avancer dans la résolution, je vais devoir vous introduire une relation d'équivalence. Et je vous laisserai checker que c'est bien une relation d'équivalence. Alors la relation d'équivalence que je vais vous introduire, c'est la relation de conjugaison. Ok, alors il y en a qui le connaissent, d'autres qui ne la connaissent pas. Moi je vais l'introduire de façon à ce que même ceux qui ne la connaissent pas voient de quoi je parle. Donc relation de conjugaison. Et la relation de conjugaison s'introduit de la manière suivante. J'ai X qui est en relation avec Y. Si et seulement si, il existe un K dans le corps. Alors là, ici, je vais regarder le corps multiplicatif, donc je ne vais pas regarder 0. Ok? Donc, je vais préciser pour tout X et Y qui sont dans le corps non nul. X et Y sont en relation si et seulement si il existe un élément non nul du corps tel que, Y peut s'écrire K fois X fois K moins 1. Cette relation peut se réécrire aussi, si on préfère, Y fois K égale K fois X. C'est une autre façon de dire. Ok, et donc c'est ça, la relation de conjugaison. On dit également qu'on opère par conjugaison sur le corps K par rapport au centre. Ok, c'est un peu, on peut aussi le dire comme ça, pour ceux qui ont déjà entendu parler d'action, etc. C'est exactement ce que je suis en train de faire, je suis en train d'opérer par l'action de conjugaison. Ok, alors là je vous laisse en exercice de démontrer que cette relation est bien une relation, vérifier que la relation est d'équivalence. Un petit exercice, ça vaut le coup d'essayer de le faire, ok? Donc, bon voilà, c'est pas a priori très... c'est pas très difficile de démontrer ça, mais... Ok.
Donc, comme toute relation d'équivalence, donc ça je vous laisse à vérifier, comme toute relation d'équivalence, il y a une propriété sur les classes d'équivalence que vous devriez connaître, vous devriez avoir en tête, ce depuis la première année. Eh bien, quand on a une relation d'équivalence, on sait que les classes d'équivalence partitionnent l'ensemble dans lequel on travaille avec la relation. Donc, c'est ce que je vais utiliser à présent, les classes d'équivalence. Oups. Donc, les classes d'équivalence partitionnent K multiplicatif. Donc, K sur 0, si vous préférez. Eh bien, maintenant que je sais ça, je peux donner le cardinal de K multiplicatif par rapport à ces classes d'équivalence. Je peux écrire que ça, c'est égal à une somme sur les cardinalités des classes d'équivalence. Donc, sachant que C ici est classe, c'est une classe d'équivalence pour la relation que je viens d'introduire, la relation de conjugaison, sur K multiplicatif. Ok? Bon. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'en fait, les classes d'équivalence, je peux les décrire à l'aide d'un seul élément qui se trouve dans la classe d'équivalence. Donc, je vais expliquer ça comme ça. Soit c'est une classe d'équivalence, et X dans C. Eh bien, je sais que je peux écrire C comme étant l'ensemble des K fois X fois K moins 1 avec K dans le corps multiplicatif. Ok? Et par cette description des classes d'équivalence, etc., je peux donner une formule. Donc c'est cette formule qui est un peu trop borderline par rapport au niveau prépa. Mais je pense qu'avec des sous-questions, etc., si on se pose un petit peu pour le démontrer, c'est pas quelque chose de très difficile. Et je vous renvoie également à un petit exode call qui a suivi cet exode call 28, dans lequel je fais une démonstration de quelque chose d'assez similaire qui pourrait s'apparenter un petit peu à ce que je vais énoncer comme formule. Donc, c'est ce qu'on appelle la formule des classes. Formule des classes. Et donc la formule des classes me dit la chose suivante. Le cardinal de la classe d'équivalence dans laquelle X se présente est égal à la division suivante. Le cardinal de l'ensemble du corps multiplicatif divisé par ce qu'on appelle le stabilisateur de X, mais ici dans le corps multiplicatif, encore une fois. Alors Kx, ce que j'appelle Kx, c'est égal à l'ensemble des Y dans le corps, tel que YX égale XY. Ok, c'est ce qu'on appelle le stabilisateur de X. Stabilisateur de X. Ok. Donc on peut démontrer, donc ça faut se poser un petit peu pour essayer de le démontrer, mais c'est quelque chose de pas si difficile que ça. En fait, il faut se rendre compte que l'ensemble du corps multiplicatif, c'est en fait une classe d'équivalence d'un X donné, multiplié par tout ce qui le stabilise. C'est une autre façon de dire. Alors, je pense que pour être beaucoup plus clair dans ce que j'énonce ici, je vais essayer juste de vous expliquer d'une certaine manière en quoi cette formule est vraie, mais bien évidemment, ce n'est pas une preuve. Si vous voulez une preuve, n'hésitez pas à essayer d'abord par vous-même de faire une preuve. Ensuite, je vous réfère au petit exode call qui a suivi cet exode call. Je ne sais plus quel numéro il s'agit, je l'écrirai peut-être en commentaire. Mais je vous réfère à ce petit exode call qui démontre une formule qui peut se ramener, si on choisit les bonnes choses, à la formule des classes. Sinon, n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil à d'autres sources. Mais bon, je vais vous l'expliquer ici rapidement de cette manière-là, en disant que, eh bien, si je veux un élément de la classe d'équivalence de X, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre un élément du corps, mais je dois impérativement éviter un élément qui stabilise. Et c'est ça qui explique le quotient.
Parce que si je prends un élément qui stabilise, hein, vous voyez par vous-même, si je prends K qui est dans le stabilisateur, bah, ce qui se passe c'est que K fois X est égal à X fois K. Et K fois K moins 1, pouf, ça s'en va et ça donne X. D'accord? Donc quand je prends un élément du stabilisateur, je reste avec X. Par contre, si je prends un élément qui ne stabilise pas X, qui est en dehors de Kx, et bien là, je vais me retrouver avec un nouvel élément de la classe. Ok? Donc voilà, donc, voilà. Donc cette formule, je vais la mettre, hein, parce que sinon, si je devais me lancer à démontrer cette formule, en plus de toute la preuve qui va s'en suivre, je pense que la vidéo serait bien trop longue, et donc c'est pour vous éviter des vidéos trop longues, une vidéo trop longue que je ne vais pas me permettre de... Enfin, je vais me permettre du moins surtout de parler, d'éviter de faire la démonstration de cette chose. Mais je vous conseille de jeter un œil à ces quelques sources que j'ai énoncées juste avant. Ok. Bon, et puis, parmi les classes d'équivalence, il y a des classes d'équivalence qui sont très très simples à décrire. En effet, si je prends un élément de Z, donc soit, disons, petit z dans le centre, eh bien, la classe d'équivalence, je vais écrire CL, la classe d'équivalence de Z, c'est juste Z lui-même. Ah oui, parce que lui, le stabilisateur, si vous cherchez comme ça, le stabilisateur de Z, bah, c'est tout le monde. Tout le monde commute avec un élément du centre. Donc la classe d'équivalence d'un élément du centre, c'est juste lui-même. D'accord? Alors cela va me permettre de simplifier un peu l'écriture, enfin de simplifier un peu, en tout cas d'expliciter un peu plus la formule que j'ai énoncée sur la partition des classes d'équivalence. Et je vais pouvoir écrire que le cardinal de K multiplicatif, eh bien c'est le cardinal du centre multiplicatif, donc c'est-à-dire que je ne prends pas 0. Hein, encore une fois, je vous rappelle que je ne prends pas 0. Donc le centre multiplicatif plus eh bien, le cardinal des autres classes d'équivalence, donc c'est-à-dire C, donc classe tech, non réduit à un singleton, des cardinals de C. Ok? Et si je l'écris encore autrement, parce que bon là, d'accord, non réduit à un singleton, vous pourriez me dire, oui, alors si j'ai une classe d'équivalence qui est réduite à un singleton, est-ce que ça implique que c'est dans le centre? Oui, ça implique que c'est dans le centre. De toute façon, quand vous voyez comment est décrit la classe d'équivalence, si vous avez une classe d'équivalence qui est réduite à un singleton, ça veut dire que cet élément, qui est dans le singleton, commute avec tout le monde. Donc c'est vraiment équivalent de dire, la classe d'équivalence est un singleton, et de dire que l'élément dans le singleton est dans le centre. C'est vraiment pareil. Bref, donc j'écris ça, et puis ce que je peux faire, c'est, au lieu de regarder les classes d'équivalence, je peux prendre des éléments X qui sont représentatifs de ces classes d'équivalence. Donc c'est ce que je vais faire, plus somme pour X représentatif des classes d'équivalence avec X qui n'est pas dans le centre, ou qui n'est pas dans... Ouais, de toute façon c'est dans K étoile, mais qui n'est pas dans le centre, tel que... voilà, donc là ça va être le cardinal de C, et le cardinal de C, cette fois-ci je peux le remplacer par cette formule, donc je vais me retrouver avec cardinal de K croix sur cardinal de Kx croix. Alors, quand on dit X représentatif d'une classe d'équivalence, on dit en général qu'on prend un ensemble, une famille de X qui est transcendante pour les classes d'équivalence. C'est une autre façon de dire, plus propre que juste représentatif. J'ai utilisé le mot représentatif juste pour permettre à tout le monde, tous ceux qui ne connaissent pas les termes, de suivre. Mais sinon, le vrai terme, c'est de dire que je prends une famille de X qui est transcendante par rapport aux classes d'équivalence. Donc ça veut dire que je prends à chaque fois un nombre X, un élément X qui représente une classe d'équivalence, puis ensuite je prends un autre élément X qui représente une autre classe d'équivalence, et ainsi de suite. Ok, bon maintenant je vais remplacer par les cardinalités, hein. Donc ce qui se passe c'est que j'ai Q puissance N moins 1 égale Q moins 1 plus la somme
Ouais. Alors, je vais l'écrire un tout petit peu plus bas. Donc on a q puissance n moins 1 égale q moins 1 plus la somme sur x des qn moins 1 divisé par q dx moins 1. Ok, alors ce que j'affirme, c'est que q dx moins 1 divise qn moins 1. Ok? Donc q dx moins 1 divise qn moins 1. Tout simplement parce que si vous remplacez ici dans la formule, vous devez avoir un entier. D'accord? Chacune de ces valeurs ici sont des entiers. Ok? Donc déjà, Q, donc ça c'est assez clair à l'aide de la formule des classes, que, en effet, Q puissance n moins 1 divise, Q puissance dx moins 1 divise Q puissance n moins 1. Alors j'ai mis dx, je suis peut-être allé un peu vite, mais je vais peut-être le préciser. Le dx ici, ça correspond au même genre de choses que j'ai dit pour le corps Z par rapport par rapport au quasi-corps K. Ok? En fait, Kx est un sous-quasi-corps. Permettez-moi juste de préciser cette écriture là. Donc Kx est un sous-quasi-corps de K et Z est un sous-corps. Sous-quasi-corps, donc c'est un corps de Kx. Par ces conditions, on a déjà que Kx est un ZEV et donc on peut écrire en effet que le cardinal de Kx c'est une certaine puissance que je note dx de Q qui est de la cardinalité de Z. Bon, très bien. Donc voilà, donc Kx c'est un sous-quasi-corps, c'est pas très difficile de vérifier encore une fois que Kx est un sous-quasi-corps, et de vérifier que Z est dans Kx, ça aussi c'est quelque chose de pas très très difficile non plus. Pourquoi? Parce que être dans Kx c'est stabiliser X, et stabiliser X, notamment les éléments du centre stabilisent X, puisque les éléments du centre commutent avec X. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, et en fait, donc là, ce que j'ai affirmé, c'est... Donc ça voilà, ok. Donc ça me permet de justifier pourquoi j'écris Q puissance dx. Et maintenant, Q puissance dx moins 1, c'est parce que je prends le corps multiplicatif. Donc c'est-à-dire que je ne prends pas 0. Ok? Donc ça, voilà, je peux le réécrire, je vais le réécrire ici. Q puissance n moins 1 sur Q puissance dx moins 1. Donc par conséquent, on a en effet que... Q puissance dx moins 1 divise Q puissance n moins 1. Maintenant j'affirme, et ça c'est un petit exercice que je vous laisse, vous n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire, car je vais le résoudre, c'est que le fait d'avoir ça implique que dx divise n. C'est ce que nous allons montrer à présent. Montrons que dx divise n. Alors il y a un argument très simple, mais qui est également quelque chose hors programme par rapport à la classe de prépa, mais je vais en parler pour ceux pour qui ça pourrait intéresser. En fait, on peut parler d'extension de corps, même si on est en termes de quasi-corps, mais on pourrait travailler avec la notion de quasi-corps, d'extension de corps, et se rendre compte que à cause de ces implications que de ces inclusions que j'ai dites ici, en disant que Kx est sous quasi-corps de K, Z est sous quasi-corps de Kx, eh bien on se rend compte que n peut s'obtenir comme dx fois l'extension qu'on pourrait obtenir entre Kx et K. Okay. Donc en termes d'extension, c'est pas très difficile de démontrer, c'est juste qu'on travaille avec des choses qui ne sont pas des corps, des quasi-corps. Mais le raisonnement est assez similaire que quand on travaille avec des extensions de corps, c'est vraiment le même genre de raisonnement. Sauf que je ne vais pas utiliser ce raisonnement, je vais utiliser plutôt autre chose. Et cette autre chose, c'est en fait je vais jouer avec une division euclidienne que je peux faire avec mon q puissance n moins 1 par rapport à q puissance dx.
Ok, alors pour démontrer ça, je vais utiliser une identité. Hop. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire une petite pause, si c'est pas encore fait. Ok, je suis parti pour maintenant montrer ça de manière un peu plus arithmétique. Donc pour montrer ça de manière un peu plus arithmétique, l'idée est la suivante. Ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais regarder la division euclidienne de n par rapport à dx. Donc, si je fais la division euclidienne de n par dx, ce que j'obtiens, c'est que n est égal à qui fois dx plus r, ok, avec r compris entre 0 et dx, strictement. 0, ça peut être égal à 0. Okay. Mais inférieur strict à dx. Bon. Si c'est égal à 0, c'est terminé. Le but du jeu, c'est d'essayer de montrer que r doit obligatoirement être égal à 0. Bon. Alors, ce que j'affirme, c'est que on peut jouer à utiliser en fait, les formules de somme géométrique. On peut s'amuser à ça de façon à écrire q puissance n-1 par rapport à q puissance dx-1. Et essayer de mettre en avant une histoire de division euclidienne. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. Je peux faire q puissance n-1. Et bien, q puissance n-1, je peux l'écrire, si je le souhaite, je peux l'écrire comme, eh bien, q puissance, je vais juste faire un petit peu attention à ce que je vais écrire, mais je peux l'écrire comme, donc je peux l'écrire comme q puissance dx, donc là je vais carrément écrire la formule, et puis je vous laisse checker que ça fonctionne, plus q puissance n-2 dx, plus blablabla, plus q puissance n moins qui dx. Hop. Je vais mettre juste la condition ici. Là. Donc ça, plus q puissance r moins 1. Ouais, bon, pour qu'on ait affaire à un corps, je vais supposer aussi... Je vais peut-être remettre les suppositions que j'ai faites. J'ai supposé que q est plus grand ou égal à 2, et j'ai supposé que n est également plus grand ou égal à 2, ici c'est par l'absurde. Juste pour qu'on se rappelle un petit peu des valeurs, ça peut être utile. Bref, on se retrouve avec ça. Alors on peut le vérifier, hein, si vous voulez, maintenant que j'ai écrit la formule, on peut vérifier en développant. Sinon, une façon de réussir à trouver cette formule, c'est de se dire, je veux faire une division euclidienne par rapport à q puissance dx moins 1. Donc faire une division euclidienne, enfin, pseudoment faire une division euclidienne, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une division euclidienne. C'est de vous dire, vous faites la division en termes polynomial, et en jouant avec une division en termes polynomial, vous pouvez très bien dire, ouais, q puissance n par rapport à q puissance dx, il faut que je fasse q puissance n moins dx, il va y avoir un reste, et je continue, etc., etc. Ok? Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose, q puissance r moins 1, celui-là, je ne peux rien faire par rapport à dx, puisque r est strictement plus petit que dx. Donc en termes polynomial, je vais m'arrêter ici. Donc ça, c'est la division polynomiale de q puissance n-1 par rapport à q puissance dx moins 1. Donc je vais l'écrire. Hein. Ceci est la division euclidienne polynomiale de q puissance n-1 par q puissance dx moins 1. Mais il se trouve que cette division euclidienne polynomiale correspond exactement à une division euclidienne arithmétique, donc au sens des entiers. Je passe ici. Ok. Donc étoile. Or, comme Q, donc comme Q est plus grand que 2, hein, c'est une des suppositions dues au fait qu'on travaille avec un quasi-corps, un sous-quasi-corps, etc. Donc comme on travaille avec un quasi-corps, le quasi-corps
ne peut pas être réduit à un seul élément. Hein. Comme je l'ai expliqué, il faut qu'il y ait un 0 et un 1 pour avoir... comme j'ai dit, il faut avoir toutes les propriétés d'un corps, sauf qu'il n'y a pas la multiplication. Et donc, bah, les propriétés d'un corps, il faut qu'il y ait un 0 et un 1. Donc, évidemment, ça pourrait poser problème si on a un corps avec un seul élément. Donc ici, bon, après, si Q égale 1, bon, ça serait peut-être un cas trop extrême. Mais je pense qu'on peut décemment dire sans problème que Q est plus grand ou égal à 2. Bref, or comme Q est plus grand ou égal à 2, eh bien, Q puissance R moins 1, bah, c'est quelque chose de plus petit strict à Q puissance dx moins 1. Pourquoi? Bah parce que comme dx est plus grand que R par la division euclidienne arithmétique que nous avons fait ici, eh bien, Q puissance R est plus petit que Q puissance dx, puisque Q est plus grand que 2, hein, plus grand que 1 strictement. Et donc, bon, bah, en faisant moins 1, on a toujours l'inégalité stricte. Ok? Alors, en ayant ça, bah, ça signifie que ce que je viens d'écrire, c'est bien la division euclidienne. Donc, ainsi, étoile, et la division euclidienne donc euclidienne arithmétique cette fois, hein. Donc là pas polynomiale, arithmétique, de Q puissance n moins 1 par Q puissance dx moins 1. Okay. Donc j'ai lancé une division en termes polynomiaux. Là, je voulais un peu balancer la formule, mais je vous laisse vraiment checker que ça marche, hein, le faire par vous-même, même quitte à développer, vous voyez par vous-même, mais si vous voulez le retrouver par vous-même sans savoir cette formule, vous pouvez juste dire, bah, vous faites une division euclidienne en termes polynomial de Q puissance n-1 par Q puissance dx-1, et vous retrouvez le résultat. Bref, une fois que vous avez cette division euclidienne, vous pouvez affirmer en fait que cette division euclidienne amène à une division arithmétique, puisque les Q sont des entières, etc. Je vous rappelle qu'on évalue par des entiers. Hein. Donc, comme on a affaire à des entiers, on a une division en termes d'entiers qui se profile. Mais nous savons que Q puissance dx-1 divise Q puissance n-1. Or, Q puissance dx-1 divise Q puissance n-1. Et bien ça implique que Q puissance R-1 est égal à 0. Et donc ça veut dire que Q puissance R égale 1. Et comme Q n'est pas égal à 1, Q est supérieur ou égal à 2, ça implique que R égale 0. Terminé. Donc ça veut bien dire que dx divise n. Impeccable. Ok. Bon, ça c'est intéressant. Car maintenant on va mieux comprendre pourquoi le polynôme cyclotomique est intéressant à utiliser ici. Donc, je vous rappelle la formule des classes hein, qu'on avait ressortie, hein, donc la grosse formule pour la cardinalité de K étoile. Donc la cardinalité de K étoile nous donnait Q puissance n-1 égale Q-1 plus la somme sur X, donc X des représentants, etc., qui sont différents d'éléments du centre, de Q puissance n-1 sur Q puissance dx-1. Ok, alors cette relation, je peux la réécrire autrement et dire qu'on a Q-1 qui est égal à Q puissance n-1 moins la somme. Là. Alors ce que j'affirme, c'est qu'on peut démontrer que, et donc c'est la prochaine sous-question que je vous propose de regarder, on peut montrer que phi n, le polynôme cyclotomique, le nème polynôme cyclotomique évalué en Q, divise Q-1. Ok. Donc pour les polynômes cyclotomiques, hein, pour voir ce que c'est phi n, je vous conseille de rejeter un œil aux exodes-cols, à l'exode-col 27. Bon, ici je vais faire juste un rappel de ce que c'est polynôme cyclotomique, mais je ne vais pas refaire des démonstrations de propriété, puisque les démonstrations de propriété c'est dans cet exode-col. D'accord? Ok. Alors je rappelle juste que le polynôme cyclotomique, je vais juste rappeler ça, c'est le produit
pour xi une racine primitive, donc, xi une racine primitive énième, des x moins xi. D'accord, donc je rappelle que un polynôme cyclotomique c'est ça, mais voilà, je ne rappelle pas les propriétés derrière, je vais juste les balancer, je vais juste balancer les propriétés, mais pour les preuves, je vous conseille de rejeter un œil à l'exode col 27. Hop. Alors justement, une propriété très intéressante sur les polynômes cyclotomiques, c'était la suivante. Donc, toujours dans cet exode col 27, on a la propriété suivante, c'est que x puissance n moins 1, ça s'écrit produit pour d qui divise n, d compris entre 0 et... peut-être pas 0, pour 0 à vrai dire ça doit être phi 0, ça doit être juste 1, mais bref. Donc le produit sur les diviseurs de n compris entre 1 et n des phi d de x. Alors, donc ça c'est une des propriétés intéressantes des polynômes cyclotomiques qui va être très utile ici. Ok, donc qu'est-ce que ça implique en particulier? Ça implique que phi n de q divise q puissance n-1. Donc déjà ça divise cette partie-là. De plus, et bien si je m'intéresse au quotient q puissance n-1 sur q puissance dx-1, si je m'intéresse à ce petit quotient, je me rends compte que là je vais avoir le produit pour d divisant n, mais d ne divise pas dx. Et toujours d compris entre 1 et n. Des phi d. En effet, si je me lance à faire le calcul, il y a eu un petit bug de caméra, mais pas très grave. Si je me lance à faire le calcul et à simplifier la fraction, je me rends compte que je sais que dx divise n. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est que quand je prends un diviseur de dx, il ne faut pas que ce soit un diviseur de n. Et en simplifiant les phi de cette manière-là, dans la fraction, je me retrouve avec ce produit-là. Et en l'occurrence, dans ce produit-là, il y a nécessairement phi n. Ok? Donc ça implique que phi n divise, phi n de q divise q puissance n-1 sur q, le moins 1 il n'est pas en exposant, sur q puissance dx moins 1. Pour tout x, etc. Encore une fois avec les mêmes conditions que ce que j'ai dit, que ce que j'ai donné pour former la somme. Donc voilà, ça là me permet de conclure puisque je sais que phi n de q divise lui, phi n de q divise lui, donc ça implique que phi n de q divise la soustraction des deux, donc en l'occurrence q moins 1. Voilà. Et là, on arrive justement à l'endroit où j'ai fait une faute. Je l'efface ici, c'est pas grave. On arrive justement à l'endroit où j'ai fait une faute. Donc, je vais rappeler l'erreur que j'ai faite, juste très rapidement. D'accord? Alors, l'erreur que j'ai faite ici, c'est que j'ai joué avec la division polynomiale au lieu de jouer avec la division arithmétique. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un jeu depuis un peu le début, là, en tout cas depuis la preuve que dx divise n. Vous voyez qu'il y a un jeu entre la division euclidienne polynomiale et la division euclidienne arithmétique avec les entiers. Vous voyez qu'il y a un jeu avec ça, et là notamment, pour montrer que phi n de q divise q moins 1, j'ai joué avec les polynômes. D'accord? Bon. Le problème, c'est que j'ai joué avec les polynômes un peu trop loin, puisque j'ai joué en disant, là j'ai un polynôme, ok, qui divise q moins 1, et ce polynôme-là, si n est plus grand que 2, alors d'ailleurs c'était pas tout à fait vrai, mais j'affirmais que si n était plus grand que 2, alors le degré du polynôme qui est ici est supérieur ou égal à 2. Ça d'ailleurs c'est pas vrai, parce que pour n égale 2, le polynôme cyclotomique c'est x plus 1, donc le degré c'est 1.
Ok, mais on aurait pu vérifier ensuite que x plus 1 ne divise pas x moins 1. Bon, d'accord. Donc à la fin, on aurait pu peut-être conclure avec cette idée-là. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une très bonne idée parce que je travaille avec la division polynomiale, comme je suis en train de le dire là. Hein, j'utilise des propriétés de division euclidienne polynomiale. Or, ici, je veux parler d'une division arithmétique. D'accord? Donc, l'attention que je veux mettre, c'est attention à la confusion entre division polynomiale et division euclidienne. Car oui, ce qui pourrait se passer, hein, quand on le dit de manière polynomiale, ce qui pourrait très bien se passer, c'est que auquel polynôme, un polynôme ne divise pas un autre, ou enfin un polynôme ne divise pas un autre, mais pour une valeur particulière, un entier particulier, nous n'avons pas la division euclidienne. Et c'est ça le commentaire qu'on m'a envoyé de Sylvain, que je remercie à nouveau. Ok, donc la confusion qu'il ne fallait pas faire et que j'ai faite lors de la vidéo originale, elle était là. Donc là, je vais vous donner le même exemple que m'a donné Sylvain, et ça fait partie des très bons exemples qu'il faut avoir en tête. De manière polynomiale, x moins 1 ne divise pas x plus 1. Ok, mais cela n'empêche que si je prends x égale 3, ben là je me retrouve avec 2 qui divise 4 de manière arithmétique. D'accord? Et donc rien n'empêcherait a priori que pour une valeur précise de Q, on ait la division euclidienne. D'accord? Arithmétique. Pas polynomiale, arithmétique. Ok? Donc rien n'empêcherait a priori qu'on ait une division arithmétique. Et c'est ça l'erreur que j'ai faite. Okay, j'ai travaillé avec la division euclidienne polynomiale jusqu'à la fin, et c'était pas la bonne chose, parce que travailler avec la division polynomiale donne un raisonnement ok à peu près général, mais le problème c'est que ce raisonnement il est faux à cause du fait que je ne regarde pas pour toutes les valeurs de Q possibles. Je suis pas en train de regarder, il peut y avoir une valeur de Q, une valeur entière de Q, pour laquelle on a la division euclidienne. Donc c'est ça le gros souci dans la preuve originale que j'avais proposée. Donc vraiment, évitez la confusion entre ces deux types de division euclidienne. Alors, c'est pas euclidienne que je voulais mettre, c'est arithmétique. Ce sont des entiers. Ok, donc vraiment évitez la confusion entre ces deux divisions. Bon. Alors le deuxième raisonnement que j'avais énoncé juste à l'oral, mais que je n'ai pas développé, c'est celui-ci que je vais maintenant développer. C'est en fait de jouer avec les valeurs absolues ou les modules, suivant dans quel sens vous voyez les choses. Ok. Alors, à cause du fait que nous avons cette division euclidienne là qui apparaît, eh bien, on peut déjà affirmer, donc comme phi n de q divise q moins 1, on peut déjà affirmer que la valeur absolue, ou le module de phi n de q, eh bien ça sera plus petit ou égal à Q-1. Ça va de soi parce que, à cause de cette division, je peux écrire que phi n de Q, enfin que Q-1 peut s'écrire phi n de Q fois un autre diviseur, et cet autre diviseur, bah, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, etc. Donc de toute façon, je me retrouve avec Q-1 qui s'écrit ça fois un diviseur plus grand que 1, donc en effet, ça va de soi, quoi. D'accord? Ça va vraiment de soi, cette première inégalité. Bon. Et puis on a la possibilité de montrer que, donc ça vient vraiment de, voilà. Et en fait on a la possibilité également de montrer que la valeur absolue de phi n de q est strictement plus grande que q-1 dès lors que n est plus grand ou égal à 2. Alors voilà, je vous laisse y réfléchir un petit peu et essayer de montrer par vous-même que cette deuxième chose est également vérifiée pour n supérieur ou égal à 2. Et c'est ça qui va me donner la contradiction. Ok. Alors je vais vous l'expliquer d'abord de manière très imagée, une preuve très imagère de pourquoi ceci est vrai.
Et puis ensuite, je vais essayer de l'expliquer de manière calculatoire, vous faire un petit calcul pour vous mettre en avant pourquoi c'est vrai aussi de manière calculatoire. Bon, alors, ok, alors de manière très imagère, ce qu'on peut faire, c'est un petit dessin dans le plan. Voilà, je dessine le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que c'est un résultat qu'on pourrait énoncer même de manière beaucoup plus générale. Ok, donc on a une valeur de Q qui est plus grande que 2. Et puis bah, je vais le comparer par rapport à 1. Et je veux le comparer par rapport également à n'importe quelle racine, enfin n'importe quelle valeur de l'unité. Enfin racine de l'unité, mais pas forcément racine de l'unité, juste n'importe quel élément xi de module 1. Ok. Et donc bah, si je regarde la distance, donc de manière géométrique, hein, si je regarde la distance entre Q et 1 et entre Q et xi, sachant que Q, je rappelle, c'est un entier, donc c'est normal qu'il soit sur la droite des réels, etc. Hein. Donc, si je regarde les deux distances, je vois que la distance entre Q et 1 par rapport à la distance entre xi et Q, eh bien, la distance entre Q et 1 est plus petite, strictement, que la distance entre Q et xi. Et bien justement, les distances, ici, c'est Q moins 1 en valeur absolue, bon, que je peux enlever la valeur absolue. Et au-dessus, c'est le module de Q moins xi. Okay. Donc, si, pour tout xi, sur la sphère unité différente de 1, donc la sphère unité, je rappelle que c'est l'ensemble des z dans les complexes tels que le module de z est égal à 1. Donc, dans S sauf 1, si xi est différent de 1, eh bien on va avoir que le module de Q moins xi va être plus grand que le module de Q moins 1. Ok, alors si vous n'êtes pas convaincu par cette représentation géométrique, je peux le faire de manière calculatoire. Alors pour le faire de manière calculatoire, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les carrés. Donc, enfin regarder les carrés, pas tout à fait regarder les carrés, mais regarder les modules au carré. Et les modules au carré, ça revient à multiplier par le conjugué. Ok. Donc, d'un côté, si je regarde le module au carré, je vais regarder au carré. Donc si je regarde au carré ce module, je vais obtenir Q carré moins 2Q plus 1. Et de l'autre côté, ce que je vais avoir, c'est, quand je mets un module au carré, le module au carré, c'est le produit du nombre complexe fois son conjugué. Donc ici, le nombre complexe, c'est Q moins xi, fois son conjugué, c'est Q moins xi bar. Puisque Q, c'est un réel, hein, donc il n'y a pas besoin de mettre le bar sur le nombre réel. Si je développe ce truc-là, ce que j'obtiens, c'est que j'ai Q carré moins xi fois, moins xi plus xi bar, pardon, donc xi plus xi bar, fois Q, et puis ensuite on a plus xi bar. Ok. Mais xi bar, c'est égal au module de xi au carré. C'est égal au module de xi au carré. Mais le module de xi, c'est 1, puisqu'on est sur la sphère unité. Donc, 1. Ok. Alors, si je veux comparer les deux éléments, je sais que Q, c'est un nombre positif, hein, ici. Donc là, ici, je prends supérieur ou égal à 2, mais je rappelle que je peux même dire que si Q est positif, ça serait aussi vrai, sachant qu'on aurait égalité en 0. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc ce qu'on va faire, on voit qu'il y a Q carré qui apparaît des deux côtés, on a le 1 qui apparaît des deux côtés, et la seule différence qui existe, c'est entre xi plus xi bar et 2. D'accord? Et donc si je regarde xi plus xi bar, xi plus xi bar, c'est en fait 2 fois la partie réelle de xi. Et la partie réelle de xi, je sais qu'elle est comprise entre moins 1 et 1. Parce que je suis sur la sphère unité. Et que de plus, la partie réelle de xi vaut 1, si et seulement si, xi vaut 1. De plus, la partie réelle de xi vaut 1, si et seulement si, xi égale 1.
Pour s'en convaincre, quand on est sur la sphère unité, si j'ai une partie réelle qui vaut 1, je veux que le module vale 1, et le module, c'est la racine carrée de la somme des deux carrés là, mais le problème c'est que si je prends une partie imaginaire non nulle, j'ai un problème, ça va donner un module plus grand que 1. D'accord? Donc c'est pas très difficile, ça reste pas très difficile. Donc voilà, donc dans les conditions que j'ai, la partie réelle vaut 1 si et seulement si xi vaut 1. Donc ici, comme xi n'est pas égal à 1, la partie réelle de xi n'est pas égale à 1. Et ça implique donc que, et maintenant je réécris le raisonnement un peu à l'envers, ça implique donc que la partie réelle de xi est plus petit strict que 1. Puis ensuite, ça veut dire que 2 fois la partie réelle de xi est plus petit strict à 2. Puis ensuite, je multiplie par moins q. En faisant moins q, je vais obtenir 2 fois partie réelle de xi fois q avec le moins devant. Là, je change le sens de l'inégalité, j'ai donc moins 2 fois q. Et ainsi de suite, j'obtiens q carré moins 2 fois partie réelle de xi plus 1 qui va être supérieur strict à q carré moins 2q plus 1. Donc vous voyez qu'on arrive à la conclusion avec les carrés. Et comme on travaille avec des modules, donc les modules c'est des valeurs positives. Donc ça implique que le module de q moins xi au carré, c'est équivalent, module de q moins xi au carré est supérieur à module de q moins 1 au carré. Et donc on a que q moins xi en module est donc plus grand que q moins 1. Ok? Et donc, quand je travaille avec n plus grand que 2, je rappelle que phi n de q, ça va être le produit des q moins xi, xi appartenant aux racines énième de l'unité, primitive. Ok? Et donc pour n plus grand que 2, eh bien on a que xi est jamais égal à 1 dans dans les racines énièmes primitives de l'unité. Et donc ça implique en effet que le module de phi n de q, ça va être strictement plus grand au module de q moins 1, parce que vous faites ici le produit de modules de q moins xi qui sont tous plus grands strictement à q moins 1. Okay. Et sachant en plus que q est plus grand ou égal à 2, ça implique que les valeurs par lesquelles je multiplie sont plus grandes que 1. D'accord? Donc les q moins xi sont plus grands que 1. D'accord? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, là je suis en train de faire une multiplication, lui il serait plus petit que 1, là j'ai quelque chose de plus petit que 1, et puis je fais les produits, dans ce cas, en faisant des produits, je pourrais me retrouver avec quelque chose en dessous. Là ça n'arrive pas parce que q est plus grand que 2. D'accord? Donc là c'est important quand même de savoir que le corps est formé au moins de 0 et de 1. Le quasi-corps est au moins formé de 0 et de 1. Bon voilà, j'ai donc un problème, puisque d'un côté j'ai ça, et de l'autre côté j'ai l'inégalité dans l'autre sens à cause de la divisibilité. D'accord? Donc ça c'est vrai que si n est plus grand ou égal à 2, et donc on a la contradiction. Et si n est égal à 1, on a exactement la même chose, donc ça implique que n égale 1. Donc si vous phi 1 au passage, si vous n'êtes pas convaincu, phi 1 de q c'est q moins 1, justement, donc il n'y a pas de problème. Et donc voilà, on arrive à conclure, n égale 1, c'est exactement ce qu'on voulait. Je vous rappelle que n, c'est la dimension en termes d'espace, de z espace vectoriel de k. Et on avait dit que pour qu'on ait un corps commutatif, il faudrait que le centre soit la même chose que le corps, et pour cela, il faudrait que n égale 1. Donc on est arrivé à la bonne conclusion, n égale 1. Bon voilà pour la résolution, maintenant corrigée et bien plus propre que celle qui a été faite lors de la vidéo originale. Donc je vais laisser encore la vidéo originale pendant une semaine ou deux, et puis à la suite de ça j'enlèverai la vidéo originale et je mettrai, il n'y aura que celle-ci qui apparaîtra pour l'Exotocol 28. Donc voilà, alors maintenant j'aimerais terminer juste sur un exemple. Puisque là, j'ai montré que tout quasi-corps fini est commutatif. J'aimerais juste vous donner un petit exemple d'un quasi-corps non fini qui, lui, ne sera pas
commutatif. Je fais un peu de place. J'ai pas besoin d'autant de place, mais c'est pas grave. Donc l'exemple que je vais vous proposer, c'est un exemple assez typique que potentiellement vous pourriez rencontrer en exercice, aux classes préparatoires, etc. C'est l'exemple des quaternions. Et les quaternions ici, je vais les définir à l'aide de matrices de dimension 2 dans les complexes. Donc les quaternions, c'est l'ensemble des matrices. Donc l'ensemble des matrices alpha, bêta, moins bêta bar, alpha, bar, voilà, avec alpha et bêta des nombres complexes. Alors les quaternions, de manière historique, correspondent à des rotations qu'on pourrait faire dans l'espace. D'accord? Donc ça a un lien avec les rotations qu'on peut faire dans l'espace, notamment sur la sphère unité de dimension 3. Voilà, si je dis pas de bêtises, en tout cas, donc voilà, c'est lié à des rotations qu'on pourrait faire avec des angles bien particuliers. Et donc ces matrices-là modélisent ces types de rotations particulières. Et donc là, on peut montrer, alors je vous laisse cet exercice, je vais juste montrer en quoi c'est pas commutatif, mais je vous laisse cet exercice de vérifier, de montrer que H est un quasi-corps Bon, je pense que c'est assez clair que c'est pas un corps fini. Donc c'est un quasi-corps sans être un corps. Sans être un corps. Donc je vous laisse le loisir d'essayer de démontrer que cet ensemble-là forme bien un quasi-corps. Et puis je vais vous expliquer en quoi ça ne peut pas être un corps. Et le fait que ça ne peut pas être un corps, c'est si je prends deux éléments, alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que si je prends cette matrice-là, bon après à vrai dire, peu importe quelle matrice je prends, enfin pas vraiment peu importe, mais en tout cas, il y a beaucoup de matrices qui ne vont pas commuter l'un par rapport à l'autre dans cet ensemble-là. Mais il faut juste que je fasse attention à ce que je choisis. Donc normalement là, ici, si je choisis des éléments de la base, mais pas n'importe lequel, pas l'identité quoi, il ne faut pas utiliser l'identité. Mais si je fais lui multiplié par, disons, lui, alors si je fais cette multiplication dans ce sens, alors, j'ai 0, j'ai moins i, j'ai moins i encore, puis après 0, voilà. Donc je m'en trouve avec ça, et si je fais la multiplication dans l'autre sens, 0, 1, moins 1, 0, 0, i, donc vous voyez que je n'obtiens pas la même chose, i, 0. Et je n'obtiens pas la même chose au signe moins près. D'accord? Donc là, les deux multiplications sont distinctes, donc en effet, c'est pas commutatif. Mais pourtant, cet ensemble-là vérifie exactement tout ce qu'il faut pour être un sous-corps. Donc c'est-à-dire qu'on peut vérifier que l'addition, etc. marche bien en tant que sous-ensemble de matrices. En fait, on peut déjà voir qu'il y a une structure d'algèbre, puisqu'on travaille avec un ensemble de sous-matrices. Donc il faut juste vérifier qu'on a déjà la structure de sous-algèbre, c'est pas très difficile. Puis une fois qu'on a ça, il faut vérifier qu'on a une structure de quasi-corps, c'est-à-dire que n'importe quel élément, n'importe quelle matrice non nulle, admet une inverse. Ok? Et cette inverse appartient également à l'ensemble des quaternions. C'est la seule difficulté de cet exercice-là. Donc vraiment, je vous laisse le soin d'essayer de le faire par vous-même. C'est un exercice pas très difficile, mais il faut prendre le temps un petit peu d'y réfléchir, parce que voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir et d'avoir en tête également. Comme quasiment tout le temps, dans tous les domaines qu'on travaille en prépa, etc., c'est toujours intéressant, et même pour un mathématicien n'importe lequel, c'est toujours intéressant d'avoir des contre-exemples, etc. en tête pour mieux réfléchir sur les exercices. Donc voilà un exemple qui peut être intéressant à étudier, et je vous laisse vraiment cet exercice à faire par vous-même, juste histoire de bien comprendre de quoi il s'agit, de bien comprendre ce qu'on entend en fait par quasi-corps et de voir ce que c'est en fait vraiment un quasi-corps. Bon voilà, une vidéo d'un peu plus d'une heure, un peu plus longue que l'original, mais c'est pas grave. Je tenais vraiment à refaire cet exercice parce que en effet, le point sur les polynômes que j'ai soulevé lors de la résolution, c'était un point vraiment important qu'il me fallait mentionner. Et je remercie encore Sylvain pour son commentaire
qui était vraiment disons, très bon, quoi, voilà. J'ai pas d'autres mots, je voulais chercher un autre mot, mais je le trouve pas. Bref, en tout cas, merci encore. Et puis voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si cette réupload vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou d'autres choses à dire, des suggestions à faire, même peut-être des erreurs, hein, puisque comme ça arrive, hein, je ne suis pas infaillible, comme ça peut arriver, je peux faire des erreurs de raisonnement, donc il ne faut pas hésiter à le dire si tel est le cas. Et puis voilà, sur ce, je vous retrouve très vite, car je vais faire 2 vidéos à la suite pour aujourd'hui, et donc ça sera les 2 dernières vidéos de l'année 2021. Je vais vous uploader également la vidéo de l'Exode Call suivant, qui est l'Exode Call 38. Voilà, donc sur ce, bonne journée à vous, bonne fête de fin d'année, et à très vite. Salut à tous!